remercie de nous retrouver. On en a parlé à la conférence de l'EPAC. C'est l'objet de débats régulièrement au Parlement européen, mais également en Israël. Le caractère terroriste du Hezbollah qui est encore mis en doute. Nous reviendrons avec notre invité sur le mode de fonctionnement de la milice chiite de Hassan Nasrallah. Nous y reviendrons avec Raphaël Yerushalmi qui est présent avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En seconde partie d'émission, nous parlerons de cinéma iranien entre censure et bravoure. Ce sera la chronique de Charlotte Seknazi. Mais pour l'heure, on se concentre sur les titres de l'actualité. Et ce qui fait la une, bien évidemment, ce matin, c'est le décès d'Hugo Chavez. Le communiqué a été diffusé hier soir, mais les spéculations se multiplient sur le moment du décès. Alors Elsa Mimoun, bonjour. Bonjour Nathalie. Le dictateur vénézuélien s'est éteint à l'âge de 58 ans et son probable successeur, Nicolás Maduro, prendra les rênes du pouvoir jusqu'à la tenue des prochaines élections. Effectivement, donc le président du Venezuela, Hugo Chavez, est décédé des suites d'un cancer à l'hôpital militaire de la capitale Caracas. C'est le vice-président Nicolás Maduro qui l'a annoncé dans la soirée à la télévision publique. Il vient d'être nommé d'ailleurs président par intérim. La mort d'Hugo Chavez met fin à 14 années de pouvoir sans partage et ouvre la voie à des élections anticipées d'ici 30 jours. Caracas annonce 7 jours de deuil et des funérailles nationales vendredi. La dépouille du président Hugo Chavez sera exposée à compter de mercredi dans le hall de l'Académie militaire de Caracas. Les réactions se multiplient donc depuis l'annonce de sa mort. Le président Barack Obama a affirmé mardi que les États-Unis soutenaient les Vénézuéliens après la mort de leur dirigeant Hugo Chavez et espéraient des relations constructives avec le futur gouvernement du Venezuela dans un nouveau chapitre de son histoire. De son côté, le président François Hollande a estimé que le défunt président vénézuélien Hugo Chavez avait profondément marqué l'histoire de son pays. Dans un communiqué de l'Élysée, François Hollande fait part de ses condoléances les plus attristées au peuple vénézuélien. Et enfin, trois des principaux alliés latino-américains du Venezuela, l'Équateur, la Bolivie et le Nicaragua ont salué mardi la mémoire du président Chavez, qualifié d'homme exceptionnel dont la perte est irréparable pour l'Amérique latine. On passe à présent à l'Égypte. Des heurts ont été signalés entre policiers et manifestants mardi à Port Saïd, ville du nord-est de l'Égypte, où 6 personnes, dont 3 policiers, ont trouvé la mort dans la nuit de dimanche à lundi, ainsi qu'au Caire. Des manifestants ont continué de lancer des cocktails Molotov en direction de la police anti-émeute qui répondait par des tirs de gaz lacrymogène. « Nous haïssons la police, nous ne voulons plus de sa présence », c'est ce qu'affirmait un manifestant. Des slogans hostiles à la police étaient peints sur les murs du quartier. De nombreux véhicules blindés étaient déployés dans le reste de la ville, en particulier autour des bâtiments publics et des locaux d'entreprise. L'aviation gouvernementale a bombardé mardi la ville de Raqqa, chef-lieu de la province du même nom dans le nord-est de la Syrie, prise la veille par les insurgés. C'est ce qu'ont rapporté des militants de l'opposition. Le centre-ville est actuellement bombardé par des avions de guerre. J'ai compté une 60aine de roquettes, c'est ce qu'a déclaré un habitant, selon qui les habitants débordés par l'afflux de blessés ont lancé des appels aux dons de sang. Un membre du Parlement syrien, Sharif Chiada, a déclaré sur la chaîne de télévision qatari Al Jazeera que des forces terrestres avaient été dépêchées pour tenter de reprendre Raqqa. En Israël à présent, les finances pour Lapid, le Likoud garde les affaires étrangères. Des sources du Likoud ont été claires envers Yair Lapid. Le ministère des Affaires étrangères restera entre les mains du parti Likoud Beitenu. Yair Lapid avait apparemment indiqué sa préférence pour ce ministère. C'est au cours d'un entretien privé vendredi dernier entre Lapid et Netanyahou que cette offre avait été faite. Toujours en Israël, des nuées de sauterelles ont été repérées dans le sud du pays. Le ministère israélien de l'Agriculture a cartographié mardi des nuées de sauterelles qui se sont déposées dans le secteur du Moshav Ramat Hanegev, au nord de Mitzpe Ramon. L'essaim devrait être pulvérisé, les insectes pouvant être une menace pour les cultures qui pourraient représenter une perte de plusieurs millions de shekels. Les États-Unis maintiendront Israël en dépit des contraintes fiscales. C'est ce que Chuck Hagel a déclaré au ministre israélien de la Défense, Ehud Barak. Les deux hommes se sont rencontrés à Washington, au Pentagone, pour discuter de la situation en Syrie, du nucléaire iranien et des relations diplomatiques entre les deux pays. Selon le Pentagone, Chuck Hagel a exprimé son fort engagement pour la sécurité d'Israël. Ce soutien inclut notamment la poursuite des aides et de la coopération militaire bilatérale développée à ce jour. En tête des priorités, bien sûr, l'assurance de la poursuite du financement du système de batteries antimissiles tel que Iron Dome.
La situation est inédite depuis le début de l'opération Serval. L'armée française a fait ses premiers prisonniers lundi et dans la nuit de lundi à mardi, l'information a été confirmée par l'état-major des armées. Il s'agit d'une demi-dizaine de combattants ennemis qui se sont rendus aux soldats français les mains en l'air après avoir été découverts. Ces arrestations se sont déroulées dans la vallée d'Ameteta, contrôlée par les forces franco-tchadiennes et dans laquelle se déroulent des opérations de fouilles. Les Kenyans ont été suspendus mardi à la publication des résultats de l'élection présidentielle qui tombaient au compte-gouttes, mais qui donnait invariablement le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta en tête, 5 ans après un précédent vote qui avait tourné au bain de sang. Aucun commentateur politique ne se risquait encore à pronostiquer qui des deux favoris, Uhuru Kenyatta ou le Premier ministre Raila Odinga, allait l'emporter, ni si un second tour serait nécessaire. Mais l'avance de Kenyatta sur Odinga n'a cessé de se confirmer depuis la fermeture des bureaux de vote. En Italie, une semaine après son succès lors des élections générales italiennes, l'humoriste Beppe Grillo commence à dévoiler ses intentions sur son blog. Il vient de se déclarer favorable à une formation de technocrate. Lundi, lors de sa première conférence de presse à Rome, Grillo l'a affirmé « Nous ne donnerons notre confiance à personne, mais nous ne sommes pas hostiles à un exécutif formé de personnalités qui ne soient pas politiques ». C'est ce qu'il a déclaré donc à la presse. Pékin durcit le ton et se rallie à des sanctions après le test nucléaire de la Corée du Nord. 3 semaines après l'essai nucléaire, le 3e depuis 2006, réalisé par Pyongyang. La péninsule coréenne est à l'épicentre d'un regain de tension. Un texte examiné depuis mardi par le Conseil de sécurité réuni en urgence par sa présidence russe pourrait être adopté d'ici la fin de semaine. C'est ce qu'ont laissé entendre à New York aux Nations Unies. Ce projet de résolution accroît la pression déjà mise sur Pyongyang pour l'inciter à abandonner son programme nucléaire et ses provocations. Il suggère également des moyens contraignants et alourdit et élargit également les sanctions. Et on termine avec du football. Le Portugais Cristiano Ronaldo a propulsé mardi le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions aux grandes dames de son ancien club Manchester United, battu 2-1 à Old Trafford. Merci Elsa pour ce point sur l'information. Nous sommes à présent en ligne avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Emmanuel Navon, bonjour. Bonjour. Alors, Hugo Chavez est mort. Sa mort a été confirmée à 23 h hier, heure de Paris. Une information que personne ne met en doute. Quelle image le monde va-t-il garder de ce dictateur ? D'un homme qui a complètement transformé le Venezuela, qui avait été élu à l'époque, entre autres, grâce au prix du pétrole, et qui a utilisé les ressources pétrolières de son pays pour mener une politique sociale, mais également une politique étrangère très hostile aux États-Unis, à l'Occident, à Israël, une politique de rapprochement avec l'Iran. Et donc je pense que le Venezuela continue aujourd'hui de payer le prix de cette politique étrangère. Il faut espérer que cette radicalisation du Venezuela et son rapprochement avec l'Iran prendra fin avec la mort de Hugo Chavez. Alors justement, la mort d'un dictateur, ça ne signifie pas forcément la fin d'une dictature pour le Venezuela. Qu'est-ce qu'on peut attendre des prochaines élections dans le pays ? Je pense qu'il faut s'attendre à un scénario similaire à celui qui a lieu à Cuba après la maladie de Fidel Castro, à savoir que finalement la politique de Hugo Chavez ces dernières années a porté atteinte profondément à la démocratie au Venezuela et que c'est un système semi-autoritaire ou autoritaire qui a été établi. Il faut espérer que les forces d'opposition au Venezuela parviendront à organiser de véritables élections libres et à rétablir la démocratie et qu'il n'y aura pas de scénario d'héritage du pouvoir comme cela a été le cas à Cuba. Est-ce qu'on peut penser et voire envisager éventuellement la restauration des relations avec Israël, voire même avec les États-Unis à plus ou moins court terme ? Tout dépendra de la capacité de l'opposition au Venezuela à reprendre le pouvoir, à démocratiser le pays, à changer sa ligne diplomatique. Mais si il y a une continuité du pouvoir et un héritage du pouvoir, comme je l'ai dit, comme cela a été le cas à Cuba, il est très doutable, il est très impossible à mon avis qu'il y ait une reformulation de la politique étrangère du Venezuela, bien que Chavez lui-même était un personnage éclectique et assez extrémiste, et qu'il est possible que même s'il y a une continuité du pouvoir, son successeur changera de cap et comprendra que le prix que doit payer le Venezuela pour cette politique n'en vaut pas la chandelle.
La réponse donc dans 30 jours au moment des prochaines élections. Merci Emmanuel Navon de vos explications. Merci. Nous sommes à présent avec Raphaël Yerouchalmi. Bonjour, à nouveau. Focus sur le Hezbollah. Il fait donc la une ces derniers temps pour l'enquête, notamment sur son caractère terroriste, que l'Europe s'entête à ne pas reconnaître. Joe Biden, à l'EPAC, a enfoncé le clou. Pourquoi c'est tellement une évidence pour certains, ce caractère terroriste, et puis pas pour d'autres? C'est très simple. C'est la façon dont on choisit de regarder le Hezbollah. Il y a deux façons de regarder le Hezbollah. Une façon factuelle, qui le définit comme un mouvement terroriste de par son modus operandi, de par la façon dont il est dirigé. Et l'autre façon, c'est de couper les cheveux en quatre et de diviser le Hezbollah en plusieurs parties. Le bureau politique, la branche armée, la branche diplomatique, la télé, puisqu'ils ont un almanach, une télévision. Et donc, si on veut, on peut aussi prendre les choristes de 15 ans du Hezbollah et dire, voilà, le Hezbollah, en fait, c'est des choristes de 15 ans. Ça, on peut quand même pas les accuser d'être des terroristes. Alors justement, ce système de propagande, on va le qualifier comme ça, on en reparlera un petit peu plus tard au cours de cette interview. Al-Qaïda, c'est une nébuleuse avec une multitude de satellites. Est-ce que le Hezbollah fonctionne sur le même mode? Non, alors pas du tout. C'est ce qui différencie peut-être Al-Qaïda de Hezbollah. La nébuleuse d'Al-Qaïda, elle, est vraiment une nébuleuse dans le sens où elle est floue, où elle est globale, mondiale, où elle est rejointe par des éléments plus ou moins contrôlés, souvent même incontrôlés. Alors que le Hezbollah, lui, est presque une autocratie, et n'est pas du tout global. Il n'y a que le Hezbollah qui est en fait un mouvement libanais, tout simplement, uniquement, et chiite, qui représente en fait une minorité, qui est dirigée directement et absolument par l'Iran. Et donc, ce que vous trouverez dans le monde comme opératif du Hezbollah, ce sont des petites succursales, des branches. Ça n'a rien à voir avec l'étendue pieuvresque de Al-Qaïda. Vous parliez d'autocratie, on voit qu'il y a des sous-chefs, des sous-généraux. Le principe, c'est que même si on parvient, dans l'hypothèse qu'on parvienne à en éliminer le numéro 1, par exemple, eh ben, l'organisation continue à fonctionner à l'identique et continue ses activités toujours de la même manière. Voilà, parce que tout a été prévu. Par exemple, effectivement, le décès ou l'assassinat de Hanan Nasrallah. Alors vous avez le conseil supérieur de Hezbollah où il y a 7 membres, et ces 7 membres sont supposés effectivement, au cas de décès du leader charismatique, prendre la relève et assurer l'intérim. Il y a aussi des conventions, des bureaux politiques, et en fait, là, si on prend le côté politique de Hezbollah, on peut le comparer à l'Union soviétique vieille école, donc au politburo. Il y a un vrai politburo du Hezbollah qui fait que, quel que soit le leader, le front, il y aura toujours une garde derrière qui assure la gérance du parti. Le mouvement, de toute façon, en soi, est contrôlé par Am al-Hazib, qui est en fait une branche secrète de Hezbollah, mais qui est aussi la branche armée. C'est-à-dire que même Hanan Nasrallah n'oserait rien faire contre la vie de cette branche secrète, qui est surtout destinée à protéger d'abord les membres du Hezbollah, mais aussi à dicter la politique. Vous parlez de protection des membres du Hezbollah, par exemple, le numéro 2 du mouvement, Naïm Kassem, on dit, certaines sources le disent, mort, le mouvement dément, ou en tout cas ne confirme pas, est-ce qu'il faut y croire? Impossible de le savoir, là. Je peux vraiment pas vous répondre, parce que les démentis fusent et il va falloir attendre un petit peu. On va passer sur un autre thème à présent, le mouvement du Hezbollah, on le dit particulièrement lié à l'Iran, mais également à la Syrie. Est-ce qu'on peut parler de dépendance? Tout à fait. D'abord financièrement, le Hezbollah dépend financièrement entièrement de la Syrie. Il a quelques petits apports, disons, un peu à côté, qui sont en fait le commerce de la drogue et le racket. C'est un terrorisme qui s'applique pas seulement contre Israël, qui s'applique au cœur même du Liban, avec des opérations de racket, d'extorsion de fonds des citoyens libanais. Donc, mais en gros, c'est quand même 200 millions de dollars par an d'assurés qu'ils reçoivent de l'Iran, sans lesquels ils pourraient effectivement pas opérer. Leurs armes parviennent par la Syrie. La Syrie est le
le canal par lequel arrive l'argent, la logistique, pardon, mais aussi les conseillers militaires. Pourquoi cette aide apportée par la Syrie? Parce que l'Iran, on le comprend bien, c'est l'axe chiite, on comprend bien la relation entre les deux, mais finalement la Syrie, le parti basse au pouvoir qui est plutôt laïque, qu'est-ce qui justifie cette relation entre les deux? L'intérêt commun contre Israël, tout simplement, une politique anti-américaine. Il y a beaucoup de choses qui justifient. Je pense que les Russes encouragent aussi cette attitude. Les Syriens, eux, dépendent évidemment plus des Russes que des Iraniens. Mais dans l'ensemble, tout se tient. Il s'agit là d'un petit club bien précis, bien fermé, qui ont quand même les mêmes buts, les mêmes approches. Est-ce que aujourd'hui on voit le Hezbollah qui soutient largement le président Bachar el-Assad, le président syrien? Est-ce que c'est la raison qui est cachée derrière tout ça? C'est finalement la peur de l'influence sunnite d'Al-Qaïda dans cette partie de la région? À mon avis, oui. C'est-à-dire que les rebelles, enfin l'opposition à Bachar el-Assad représente tout à fait l'opposé du Hezbollah, avec un appui d'Al-Qaïda qui est quand même la compétition. Il faut dire que Al-Qaïda et Hezbollah sont aussi en compétition pour le dire en argot, le fric. Donc quand l'un reçoit, l'autre ne reçoit pas, on ne fait quand même pas d'échec tout le temps en blanc. Et il y a un ennemi donc juré là qui se trouve au cœur de l'opposition anti-Bachar Assad. Et en fait, l'amitié qu'il y a eu toujours entre Hezbollah et le parti Baath est aussi basée sur certains intérêts, dont le commerce de la drogue qu'ils ont en commun. Voilà, c'est ça. Vous parliez d'argent, mais il y a la drogue aussi qui sous-tend tout ce marché. Dans la Berka, donc là, le commerce de la drogue, c'est quand même pour les deux, donc la Syrie et le Hezbollah, un immense apport de fonds. On va revenir sur un point dont vous parliez au début de cette interview. L'un des talents finalement de cette organisation, c'est notamment l'exploitation des moyens de communication entre ses activités sociales et ses activités terroristes, et puis notamment dans les médias. On peut parler d'une véritable opération marketing de cette organisation? Oui, tout à fait. Ils sont excellents, comme beaucoup d'organisations au Moyen-Orient, excellents dans leur travail médiatique. Pas seulement la télévision, mais aussi le networking. Le problème de la chaîne d'Al-Manar est quand même son racisme. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, je pense que les Palestiniens dérapent beaucoup moins, par exemple, dans leur approche médiatique et dans leur attaque contre Israël que le Hezbollah, qui lui est très violent dans ses propos, et a été accusé plusieurs fois et même condamné plusieurs fois d'antisémitisme ou d'incitation à la haine. Donc là, il y a un côté qui est peut-être une erreur de dosage ou pas, parce qu'on compte peut-être justement sur ce côté plus agressif, plus franc peut-être, ou sincère, disons, du Hezbollah, par rapport à une propagande plus discrète. Cette histoire de propagande, quand on voit ce bras politique, un bras terroriste, est-ce que c'est à cause de cette structure bipolaire finalement que l'Occident a du mal à y voir clair dans les activités terroristes du Hezbollah? Oui, mais c'est parce que l'Occident ne veut pas y voir clair. Je veux dire, c'est quand même, ça crève quand même les yeux, puisque d'un côté, le parti politique officiel Hezbollah a des membres qui siègent au Parlement, et d'un autre côté, il s'appelle ouvertement Résistance islamique au Liban, donc où on est un parti politique démocratiquement élu, où on est un mouvement de résistance. On ne peut pas être quand même les deux à la fois. Je pense que toutes les dictatures sont nées de ce jeu très habile, où à partir d'un moment donné, le révolutionnaire ou le mouvement de résistance décide de s'officialiser. Et on l'a eu avec les nazis, qui sont quand même le meilleur exemple, c'est-à-dire à partir d'un moment donné, les chemises brunes et les nazis ont décidé de créer un parti, de s'officialiser, ce qui n'a rien changé. Alors aujourd'hui, ne voir que le parti politique, sans voir tout ce que nous venons de parler, qui est là quand même sous nos yeux, c'est un petit peu comme dire le parti nazi n'a rien à voir avec la Gestapo. Non, mais alors sans voir uniquement le parti politique, l'espoir finalement de la communauté internationale, c'est de garder un contact avec le Liban, de ne pas complètement rompre les relations et puis d'une certaine façon de participer à la modération du pays. Est-ce que vous considérez que c'est un espoir vain? Depuis au moins 30 ans, nous avons vu que tout ce qui a été fait dans ce sens-là a desservi le Liban. Le Liban est un pays déchiré, qui se reconstruit tous les 4-5 ans, qui se redétruit tous les 4-5 ans. Et à chaque fois, c'est exactement pour la même raison, c'est-à-dire sévissent des mouvements terroristes. Avant, c'était les Palestiniens.
Maintenant, c'est le Hezbollah. Demain, ça peut être du côté chrétien ou sunnite. Mais dans tous les cas, on a laissé à chaque fois opérer des gangsters, même si on ne veut pas les appeler des terroristes, en leur disant que c'est Al Capone. Donc la mafia domine le Liban, empêche le Liban de se développer, de vivre, et à chaque fois on ferme les yeux sur la souffrance des chrétiens. Le Vatican n'a jamais rien fait. Sur la souffrance des frères arabes, l'Arabie Saoudite n'a rien fait, et en général le monde entier ne fait rien et laisse effectivement opérer. Donc ne les appelons pas terroristes, appelons-les des malfrats, des gangsters qui raquettent, qui violent et qui tuent. Monsieur Yerushalmi, une dernière question, on va conclure là-dessus. La personnalité de Hassan Nasrallah, vous en parliez, il y a d'autres composantes dans cette organisation qu'on connaît, le Hezbollah, des composantes plus secrètes. Alors Hassan Nasrallah, une marionnette? Une marionnette qui, comme beaucoup de marionnettes, peut parfois dépasser son maître et se débarrasser de ses ficelles. C'est-à-dire qu'étant un personnage très charismatique, il représente quand même le mouvement et il serait presque impossible de se débarrasser de lui. Sauf en le tuant, je veux dire, mais de le renvoyer de Hezbollah, c'est sûrement pas impossible. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario similaire à celui qui est arrivé récemment pour Hugo Chavez, quand on parle de la mort d'Hugo Chavez qui aurait pu survenir il y a quelques mois et qu'on annonce seulement maintenant? Est-ce que ce scénario pourrait être envisageable à plus ou moins long terme quand Nasrallah viendra à décéder? Absolument, selon les besoins de la cause. Tous les scénarios pour Proche-Orient sont envisageables, et surtout celui de ne pas annoncer immédiatement le décès d'un leader. Ça, c'est très souvent que ça se passe. De toute façon, je peux vous garantir que le jour où M. Nasrallah décède, il y aura une autopsie, on cherchera le poison. Le poison ou le cancer qui l'aura tué, puisqu'on le sait, atteint d'un cancer, une information qui, elle aussi, a été démentie. Voilà. Merci à Raphaël Yerushalmi de votre participation à cette émission et de ses explications. Et c'est l'heure de notre chronique cinéma avec Charlotte Seknazi. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors la semaine dernière, vous étiez venue nous parler du cinéma israélien et de sa présence aux Oscars. Cette semaine, vous avez décidé de vous pencher sur le florissant cinéma iranien qui est devenu au fil des années une véritable référence pour de nombreux cinéastes. Oui, tout à fait. Déjà, donc on a reçu déjà en 1997 Palme d'Or à Cannes, Lion d'Or à Venise avec le film de Jafar Panahi, Le Cercle, jusqu'à l'Oscar suprême du meilleur film étranger l'année dernière, le film Une séparation. On s'en souvient bien, puisque ce film était en compétition avec le film israélien The Footnote. Alors une question tout de même, Charlotte, parce que vous parlez d'un cinéma florissant, c'est le mot qui est employé dans la presse. C'est presque une mission d'être cinéaste iranien quand on sait la censure qu'il y a derrière, la censure opérée par le régime des Mollahs. Ah oui, c'est ça, donc une censure, de toute façon vous ne croyez pas si bien dire, puisque figurez-vous que c'est le chef d'État, Mahmoud Ahmadinejad, qui préside lui-même la haute instance du cinéma en Iran. Bien entendu, vous vous doutez bien, tous les films qui passent la censure sont des films de propagande, qui soutiennent son régime et ses dictats. Tous les autres ne voient jamais le jour, ou s'ils le voient, c'est au prix d'efforts inouïs. Et il y en a un qui sait particulièrement bien jongler avec cette censure, justement. Vous l'avez cité, c'est Jafar Panahi. Exactement. Donc Jafar Panahi, c'est un cinéaste iranien bien particulier, puisque c'est un des premiers qui va raconter sans tabou la société iranienne telle qu'elle est vraiment. Et d'ailleurs, dans ses films, il dénonce la condition des femmes en Iran et l'absence de liberté dans cette société. C'est aussi le père d'un genre nouveau dans le cinéma iranien, puisqu'on se souvient du film Le Cercle en 2000 qui a reçu le Lion d'Or à Venise, un film qui a mis en scène des femmes, chose qui n'avait jamais... C'était la première fois. Voilà, c'était la première fois, puisqu'avant, les acteurs iraniens n'étaient uniquement que des hommes ou des enfants. Et on voit donc apparaître à l'écran l'affiche du Cercle, ce film dont vous nous parliez. Alors, de l'insolence dans ces films, on l'a bien compris, il a quand même été condamné pour ça. Alors oui, donc tout à fait, il a été condamné en 2010. Il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement, suivi de 20 ans d'interdiction de tourner des films, de sortir du territoire iranien et de donner des interviews. Donc le motif de sa condamnation, c'était donc faire des films de propagande contre le régime du président Ahmadinejad. 6 ans d'emprisonnement, mais il a quand même continué à tourner. Il y a des films de lui qui sont sortis récemment. Alors c'est ça, donc en fait la censure et la condamnation ne fait pas peur à Jafar Panahi. Pourquoi? Il continue en fait à provoquer dangereusement le gouvernement iranien, puisqu'en 2011, il sort un film intitulé « Ceci n'est pas un film ».
Et donc dans ce film, il raconte l'histoire d'un cinéaste qui n'a pas le droit de faire de cinéma et qui vit donc en résidence surveillée. Je pense qu'on a la bande-annonce, on va en voir un petit extrait. حدود 30% فیلمو گرفته بودیم که یه دفعه ریختن خونه تمام راشا رو اینا رو بردن و اون مسائل به وجود اومد. چون فقط اونجا گفتن 20 سال ممنوعیت از ساختن هر نوع فیلم، نگفتن بازیگری و خوندن فیلمنامه که جور نیست. تصور کنیم که این فرشه خونه اون دختر است. پیرزنه وارد میشه، از این پله ها پشت دوربین اینجاست، صدای تلفن میاد با اینکه ناراحت است. Donc c'est pas une bande-annonce comme on la connaît, puisque les tournages sont faits dans des conditions particulières, et ce Jafar Panahi en l'occurrence, il doit rivaliser d'inventivité à chaque fois pour tourner ses films. Exactement, et figurez-vous qu'il a tourné de façon très inventive comme vous le dites, il a tourné avec une caméra numérique, parfois même un iPhone, et figurez-vous qu'il a stocké son film dans une clé USB, elle-même cachée dans un gâteau, envoyé directement... Dans un véritable, la préparation du film elle-même est un film en soi. Tout à fait, donc la clé USB a été cachée dans un gâteau, elle-même envoyée directement au Festival de Cannes en 2011, où le film a été présenté hors compétition. Donc c'est plus qu'un réalisateur, cet homme-là, si je comprends bien, c'est devenu une véritable icône, un symbole. Tout à fait, c'est un symbole dans le monde entier de lutte pour la liberté de l'art. Alors un autre grand cinéaste dont vous vouliez nous parler ce matin, je risque d'écorcher son nom, c'est Mohsen Makhmalbaf, je l'ai bien prononcé. Alors figurez-vous que c'est Mohsen. Voilà. Mohsen Makhmalbaf. Il fallait que je me trompe. Voilà. Alors là, donc Mohsen Makhmalbaf, donc je vais vous raconter une histoire. Vous le dites parfaitement. Écoutez, j'ai su jusqu'à ce matin que c'était Mohsen, j'ai appris donc c'était Mohsen. Figurez-vous, donc je vais vous raconter une histoire et je vous demande toute votre attention car c'est absolument incroyable. Allez-y. Donc Mohsen Makhmalbaf, donc c'est un grand cinéaste iranien qui est connu dans le monde entier pour ses films comme Le Cycliste, Boycott ou À 5 heures de l'après-midi. Alors figurez-vous que Mohsen Makhmalbaf donc a choisi de tourner son dernier film où en Israël. Non, je vous crois pas. Et oui. Et donc comme vous voulez. En Israël, une question. C'est Ahmadinejad qui lui a donné en main propre son visa pour se rendre de l'Iran en Israël? Alors figurez-vous qu'il a dû se doter d'inventivité, en effet. Déjà, il a utilisé un passeport français pour pouvoir passer la frontière. Incognito, il a réussi à tourner son film sans que personne ne s'en aperçoive. Donc les images qui défilent de ce film dans le même temps, il parle de quoi alors ce film? Alors ce film s'intitule Le Jardinier, donc il l'a filmé entre Haïfa et Jérusalem et il parle en fait des dangers des religions en général quand elles sont appliquées à l'extrême, un extrême qu'il connaît bien puisqu'il en vient, un Iran chiite connu pour sa dureté. Et sur ces images, c'est son fils qu'on voit l'aider lors du tournage. Alors si je comprends bien, ce matin, vous nous parlez d'un Jafar Panahi qui milite pour la liberté dans l'art et d'un Mohsen, le nom je vous le laisse, qui milite lui pour la paix. Oui, tout à fait. Donc, Mohsen Makhmalbaf, excusez-moi, a fait donc de la paix son véritable cheval de bataille. Il a d'ailleurs déjà reçu en octobre dernier le prix d'or du meilleur film du Festival de Beyrouth et a dédié son prix à, je vous cite, toutes les personnes qui travaillent dans le monde entier pour la paix et qui s'efforcent de prévenir les guerres qui sont les causes de destruction commises au nom de Dieu. Un cinéaste engagé, vous l'aurez compris. Monsieur Yerushalmi, vous croyez en ces activités des cinéastes pour lutter contre la propagande iranienne? Bien sûr, tout artiste engagé, tôt ou tard, son message va passer, va être entendu et va réussir tout de même à contrebalancer. C'est la seule façon d'ailleurs, je crois, à travers l'art, à travers l'expression artistique, de combattre un régime aussi dur. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle Sauver Mozart, où effectivement un vieillard en plus combat le nazisme à travers la musique ou grâce à la musique. Je suis certain que les cinéastes iraniens fournissent un travail extraordinaire, ils sont extrêmement courageux et en plus je pense personnellement que la qualité artistique de leur travail n'est pas du tout négligeable. Une qualité qui a été reconnue au niveau international, puisqu'on en a parlé. Le succès de Jafar Panahi notamment a été reconnu sur la scène internationale. Merci Charlotte de nous avoir présenté ces deux auteurs, ces deux cinéastes ce matin. Et puis merci Monsieur Yerushalmi de ce petit commentaire. Alors avant de refermer
cette édition. Un petit rappel des titres et le président du Venezuela, Hugo Chavez, 58 ans, qui est décédé des suites d'un cancer à l'hôpital militaire de Caracas. C'est le vice-président Nicolas Maduro qui l'a annoncé hier soir, à 23h, heure de Paris, à la télévision publique. Il vient donc d'être nommé président par intérim, une mort qui met donc fin à 14 années de pouvoir. Et l'actualité en Israël, c'est également les sauterelles qui ont envahi le sud du pays. Le ministère israélien de l'Agriculture a cartographié hier après-midi des nuées de sauterelles qui se sont déposées dans le secteur du Moshav Ramat HaNegev au nord de Mitzpe Ramon. L'essaim devrait être pulvérisé, les insectes pouvant être une menace pour les cultures, donc qui pourrait représenter une perte de plusieurs millions de shekels. Et puis l'actualité, c'est le foot également. Le Portugais Cristiano Ronaldo qui a propulsé hier le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions aux grandes dames de son ancien club, Manchester United, qui a été battu 2-1 au stade de Old Trafford à Manchester. Voilà donc pour cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec un programme consacré, tenez-vous bien mesdames, à la femme, en prélude donc de la journée de la femme qui aura lieu vendredi. On vous attend, soyez au rendez-vous demain matin, 8h30 heure israélienne, 7h30 heure française. Excellente journée à vous, d'ici demain, portez-vous bien.